Donc, bienvenue pour ce webinaire consacré aux aides pour l'industrie, pour les projets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Avant ça, je vais juste présenter très rapidement ACE Énergie. ACE Énergie est une société de services en efficacité énergétique avec deux pôles. Le premier, c'est l'offre financement, donc qui est l'activité historique. ACE Énergie est délégataire sur la quatrième et la cinquième période des C2E. Mais aussi sur les dossiers de financement, les fonds chaleur ou encore France 2030. Et depuis 2021, le pôle conseil, sur les sujets relatifs à l'énergie et au climat, avec quatre typologies d'acteurs ciblés, les investisseurs bas carbone, les industriels, les entreprises de la transition et les associations et entités publiques. Donc, ce webinaire est, on peut dire, à la confluence de ces deux pôles, consacrés aux aides pour les industriels. Et donc, l'auditoire l'auditoire cible est principalement les industriels. Et donc, notre service pour les industriels est composé en trois thématiques. La première sur les achats d'énergie, pour revoir la stratégie d'exposition marché ou définir identifier des projets PPA, par exemple. Le deuxième sur la sobriété des opérations, avec la rédaction de plans de performance énergétique, par exemple. Et la troisième thématique, les stratégies de décarbonation, avec les rédactions de feuilles de route de décarbonation, les bilans carbone, etc. Alors, pour ce webinaire, l'objectif principal, c'est de venir dresser le panorama des aides disponibles pour les industriels. Et ensuite, anticiper les évolutions à venir, synthétiser les conditions d'éligibilité et les pièces des dossiers de candidature, évaluer les risques associés à chaque aide et aussi adresser le cas particulier des sites soumis au système des quotas EUETS, donc, que vous pouvez appeler CK ou alors PNAC. Voilà, ces sites-là, on va avoir le CK particulier pour chacune des aides. D'avant, je m'arrête un petit peu, les planches sont assez denses, donc n'hésitez pas à utiliser les petits outils là, de la plateforme Livestorm. Vous avez un onglet chat qui est avec un contenu qui est accessible à tout le monde. Donc, si vous voyez détecter un problème de son, si vous avez une remarque particulière. Et vous avez aussi l'onglet questions. Donc là, vous pouvez nous poser des questions si vous avez la moindre demande, la moindre incompréhension. Ces questions-là, elles sont anonymes, on les voit que de notre côté et on prendra 5 minutes à la fin de ce webinaire pour les adresser. Commençons par les C2E standards. Donc, les C2E standards sont un dispositif qui permet de simplifier la demande de financement d'opérations d'efficacité énergétique. Et ils viennent financer grâce à une prime qui permet de financer la surperformance d'un équipement par rapport à une référence marché. Donc, ça ne suffit pas d'être juste d'avoir un équipement aux normes, c'est un équipement qui est surperformant par rapport au marché. Avec des modalités et des montants d'aide qui sont facilement calculables et très rapidement calculés grâce à des formules qui sont simplifiées. Donc, c'est tout l'avantage des C2E standards. Et il s'applique sur les secteurs résidentiels, tertiaires, industrie, agriculture et réseau. Concernant les C2E standardisés dans l'industrie, donc on a trois typologies d'opérations qui existent. Donc la première, c'est l'optimisation du fonctionnement des équipements, donc soit avec des systèmes de régulation, des systèmes qui permettent de mieux gérer l'énergie. En deux, la récupération de chaleur dans les procédés industriels. Et puis en trois, le remplacement des équipements existants par des équipements qui sont plus performants. Et les quatre secteurs industriels qui sont concernés vont être la production de froid, la production de chaud, l'air comprimé et la motorisation / mesure. Donc, ensuite, les différentes fiches. Donc, on a une quarantaine de fiches dans l'industrie. Elles ne sont pas toutes équivalentes en termes de taux de couverture. Certaines sont plus intéressantes que d'autres. Donc ici, c'est représenté avec un petit plus vert, celles qui ont un meilleur taux de couverture que les autres. Je ne vais pas décrire toute la liste, mais bon, les plus connus, les plus utilisés là, dans la production de froid, ça va être les systèmes de régulation haute pression flottante, par exemple, ou la récupération de chaleur sur un gros froid qui permet d'avoir pas mal de C2E, même après la revue des montants en 2020. C'est une fiche qui est quand même encore utilisée. Sur la production de chaud, on peut avoir l'exemple de l'économiseur sur les effluents de chaudière, par exemple.
Sur l'air comprimé, on a la récupération de chaleur sur un compresseur d'air, donc par gainage, on chauffer à côté des ateliers, des bâtiments, etc. Et en motorisation mesure, on peut avoir par exemple, le système de variation électronique sur un moteur asynchrone. Pour illustrer un peu mieux ces fiches, ici vous avez quelques cas pratiques qui vous montrent que les temps de retour sur investissement peuvent être très courts en utilisant ces C2E standards. Le premier exemple sur la production de froid, ça va être la mise en place d'une récupération de chaleur de 200 kW thermique. Avec des montants de travaux d'environ 100 000 euros, les primes peuvent être de moitié à 47 000 euros, avec des économies chaque année qui peuvent monter assez haut. Donc, vous voyez que le temps de retour sur investissement peut être inférieur à 2 ans. Donc, sur la production de chaud, on prend l'exemple de la mise en place d'un brûleur micro-ondulant sur une chaudière donc de 5 MW. Donc en 3-8 sans arrêt, le montant des travaux peut être à 80 000 euros environ et pas loin de 70 000 euros de prime C2E. Là, le temps de retour est inférieur à 1 an sur ce cas précis. L'air comprimé, c'est un exemple classique de mise en place d'un compresseur à la fois à vitesse variable et à la fois avec une récupération de chaleur. Donc là, pour 160 kW, environ 60 000 euros de travaux et la moitié de prime C2E. Enfin, pour la motorisation / mesure, ici, je voulais parler de l'Indu T134, donc c'est le système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique, qui permet d'avoir une prime qui est proportionnelle à la puissance du procédé qui est mesuré et au temps de production. Donc là, l'exemple d'un procédé de 2 MW en 3-8, on peut aller jusqu'à 7 000 euros de prime C2E pour mettre en place le système de mesure d'un indicateur. Pour le dossier, c'est important d'avoir une étude préalable sur cette fiche-là qui permet de dimensionner le système de mesure, de justifier aussi l'utilisation d'un logiciel de gestion énergétique, soit qui est préexistant, soit à acheter. Petite remarque ici, les logiciels construits sur les tableurs ne sont pas valables. Il faut vraiment avoir une facture ou un contrat de location avec un logiciel de gestion énergétique. Aussi justifier ensuite les instruments de mesure et faire un rapport de suivi des IPE sur le premier mois de fonctionnement. Ensuite, sur l'accompagnement dans une procédure de C2E standardisée, c'est très facile, comme j'ai expliqué au début. En quelques semaines, vous pouvez recevoir la prime. Donc, les étapes, c'est d'abord venir en discuter donc avec nous, avec un autre délégataire, un obligé, venir discuter du projet en amont des signatures de devis et de commande. Il faut vraiment que ça soit en amont. Ensuite, on fait un chiffrage rapidement des C2E. Si tout le monde est aligné, on fait les signatures des contrats C2E. Puis, on aide à constituer le dossier C2E pour, à la fin, recevoir les primes. Donc, en termes de temporalité, en quelques semaines, vous pouvez recevoir les primes. Donc, c'est assez rapide. Je répète encore une fois, vraiment, vous devez signer les contrats C2E en amont du devis. Il ne faut pas que le devis soit déjà signé, il ne faut pas qu'un bon de commande soit déjà établi. Sinon, on ne peut pas valoriser les C2E. Ça, c'est le rôle incitatif des C2E qui est vraiment obligatoire. Ensuite, pour chaque partie, on a fait une petite fiche récapitulative donc qui permet de reprendre un peu tout ce que j'ai dit sur cette partie-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est plutôt objet vous envoyer ça pour avoir un petit résumé du webinaire. Je vais juste parler rapidement du cas des sites EU ETS. Ils ne sont éligibles au C2E standard que quand les opérations standardisées ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, concrètement, cette condition, elle permet d'éviter la double incitation. Donc, à la fois, vous économisez les quotas parce que vous consommez moins et à la fois, vous avez C2E. Donc, ça, c'est pour éviter ça. Donc, dans les faits, les fiches qui sont autorisées au site EU ETS sont celles qui concernent l'électricité. Je vais laisser la main à Alban pour la partie C2E spécifique. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Très bien, donc après les C2E standardisés, je vais vous parler rapidement des C2E spécifiques. Il faut voir qu'il y a une grande différence entre les C2E spécifiques et les C2E standardisés. C'est que les C2E standardisés, à gauche, comme leur nom l'indique, elles sont standards. Donc, en fait, il y a une fiche standardisée qui est associée. Cette fiche, en fait, c'est une fiche de calcul qui est déjà réalisée par l'administration, dans laquelle on va juste avoir à renseigner quelques grandeurs dimensionnantes pour avoir tout de suite accès à la prime C2E. Ça va être, est-ce qu'on opère en 3.8 ou en 2.8? Est-ce qu'on opère le week-end? La puissance du moteur qui est installé, ce genre de petites informations dimensionnantes.
on aura tout de suite accès en fait au volume de C2E généré par l'opération et donc à la prime qui peut être touchée. À l'inverse, dans le cas des C2E spécifiques, on est hors des cases et donc on n'a pas cette fiche préétablie qui permet de chiffrer rapidement les économies. Et donc il va falloir faire un dossier C2E sur mesure en fait, où il est à notre charge de venir calculer et justifier les économies d'énergie qu'on estime pour le projet, voire même dans certains cas qu'il faudra démontrer par la mesure une fois le projet réalisé. Tout ça pour dire que ça représente en fait un investissement humain qui est plus conséquent et aussi une temporalité qui est plus longue. Dans les faits, on réserve donc les projets de ces 2E spécifiques en fait à des projets plus grands. Une taille indicative pour ACM Énergie, c'est plus de 20 gigawattheures Primac. Et donc voilà, comme je vous disais, on va avoir un cheminement un peu plus compliqué pour arriver jusqu'au dépôt du dossier, puisque en amont, il faudra réaliser un audit énergétique du site, sauf éventuellement si celui-ci est ISO 50001. Ensuite, il faudra réaliser cette étude de faisabilité où on va venir nous-mêmes en fait chiffrer les économies d'énergie sur la durée de vie du projet et donc les gains en C2E qui seront associés. Ensuite, il faudra réaliser les travaux, calculer le taux de retour sur investissement. Éventuellement, je dis éventuellement parce que la mesure de consommation après travaux, elle est obligatoire pour les sites qui sont UETS. Pour les autres sites, elle ne l'est pas. Dans les faits, elle est souvent demandée par l'administration lors de l'administration du dossier. Et donc, on recommande de l'anticiper tout de même. Et donc, c'est qu'une fois toutes ces étapes réalisées qu'on pourra déposer le dossier. Son traitement, il peut prendre plusieurs mois assez souvent. Donc voilà, on a vraiment un calendrier qui est beaucoup plus long que dans le cas des C2E standardisés. Concernant la manière dont le dossier est fait, il y a une trame type qui est proposée par le pouvoir public et qui convient de respecter pour une administration facile de celui-ci. Donc il y a un dossier administratif qui est assez semblable à celui de ces 2E standardisés et qui ne porte pas de difficultés particulières. Ça va être des attestations sur l'honneur du rôle incitatif, actif et incitatif de l'aide, etc. Et une seconde partie qui sera le dossier technique où on viendra détailler les calculs qui nous ont mené à l'estimation des gains en C2E, les hypothèses sur lesquelles on s'est appuyé. On viendra également fournir nos mesures de consommation et bien sûr une description générale du projet qui permet à l'administrateur du dossier de comprendre de quel type d'opération il s'agit. Voilà, en s'attardant un petit peu sur le dossier technique, donc comme je l'ai dit, je me répète, il y a une trame type qu'il convient de respecter. Il y a un certain nombre de ces, donc il y a 11 chapitres plus un éventuellement avec les mesures qui sont à respecter. La plupart ne portent pas de difficultés particulières. Il y a 2 points d'attention que ACM Énergie relève régulièrement et qu'on vous encourage à considérer avec un peu plus d'attention. C'est le choix de la situation de référence. Qu'est-ce que la situation de référence? En fait, c'est la situation à laquelle on va se comparer pour calculer les économies d'énergie. On ne va pas se comparer à la situation initiale, avant le projet, mais plutôt à cette situation de référence qui représente ce qu'on aurait fait si on n'avait pas été incité par les C2E. Et donc, voilà, il y a une hiérarchie en fait des situations, dans le choix des situations de référence qui est encouragée par les pouvoirs publics et qu'il faut respecter. Dans les 2 premiers cas, c'est lorsqu'on est un site UETS, éventuellement, il y a une fiche standardisée qui existe associée à l'opération. On n'y est pas éligible, mais on peut se baser sur cette situation de référence. Dans d'autres cas, lorsque c'est des opérations spécifiques qui sont régulièrement mises en place par les sites UETS, on va avoir des lignes directrices ETS, LDETS, donc qui sont fournies par l'ADEME et on va pouvoir se baser sur cette situation de référence-là. Et ensuite, dans le cas plus général, on va soit se baser sur une référence qui est la réglementation, quel est le minimum de la réglementation à laquelle il faudrait répondre, ou alors un benchmark du parc ou du marché pour voir sur des installations équivalentes quel genre d'installation est-ce qu'on a. Et enfin, dans certains cas, lorsqu'il n'y a pas de comparaison avec possible, on va utiliser la situation de référence initiale. Donc voilà pour le premier point d'attention.
Pour le deuxième, c'est les mesures de consommation après projet. J'en ai parlé précédemment. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tous les sites, ça l'est uniquement pour les sites qui sont EETS. Mais dans les faits, on a déjà pu observer ça plusieurs fois par le passé. C'est très régulièrement demandé par l'administration. Et donc, on vous encourage vraiment à anticiper ces mesures de consommation. Parce que si en amont de la création du projet, on anticipe les mesures qu'on aura besoin de réaliser, les outils et les capteurs qu'il faudra installer, ce sera beaucoup plus simple de faire les mesures lorsqu'on nous les demande que si on n'a rien prévu. Et on a régulièrement des clients qui se retrouvent un peu en difficulté lorsqu'il s'agit de réaliser toutes ces mesures sans les avoir anticipées. Et donc voilà, une fois de plus, on a cette fiche résumée. Vous pourrez éventuellement la consulter sur le replay du webinaire ou nous demander le support si vous le voulez. Je ne vais pas m'attarder sur la plupart des choses où on se répète. Simplement, le cas des sites EETS qui sont éligibles au C2E spécifique depuis 2019, ils sont obligés d'être ISO 50001 pour y avoir droit. Et bien sûr, en fait, il faudra prendre en compte les gains qui sont réalisés grâce au quota carbone qu'on va économiser dans l'analyse économique du projet. Ensuite, pour le fonds chaleur, donc on a deux dispositifs principaux. Le premier, c'est le fonds chaleur national, qui contient deux appels à projets. Donc le BCIAT, biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire, et le GIST, grande installation solaire thermique. Donc ces appels à projets concernent des projets qui sont conséquents. Pour la biomasse, c'est plus de 12 gigawattheures par an de production. Pour les centrales solaires thermiques, il faut au moins 500 mètres carrés de panneaux solaires thermiques. Donc, c'est les appels à projets qui sont reconduits chaque année avec des dates de clôture qui arrivent sur fin septembre, début octobre environ, chaque année. Voilà un petit point d'attention sur la biomasse, sur la liste fermée de combustibles biomasse. Donc là-dessus, l'ADEME va venir regarder avec intérêt quel est le plan d'approvisionnement de biomasse, comment vous allez vous approvisionner, quels sont les types de biomasse que vous allez utiliser, etc. Donc là-dessus, il y a une attention particulière est mise. Et ensuite, au niveau des aides, elles ne peuvent pas dépasser 30 millions d'euros pour le BCIAT avec trois critères de sélection. Le principal, à 70% de la note, c'est l'efficacité des aides. Donc, c'est combien d'euros d'aide il faut pour éviter une tonne de CO2 dans notre projet. Donc, ça, à 70% de la note. 15%, c'est sur la qualité du plan d'approvisionnement de biomasse et 15% sur la qualité technique du dossier. Et ensuite, le taux d'aide maximal de l'aide, à l'investissement, sur l'assiette, est aussi entre 45 et 65% en fonction de la taille d'entreprise. Pour une petite entreprise, 65%, pour une grande, plutôt 45%. Pour les grandes installations solaires thermiques, les aides vont être plutôt en estimant le coût de revient de la chaleur utile produite et en la comparant à la situation de référence de la solution fossile, en production de chaleur à partir de chaudières gaz. Et ensuite, deux situations se présentent. Si c'est un investissement sur fonds propres, l'aide sera calculée pour ramener le coût de la chaleur à moins 10% de la situation de référence, pour avoir une aide suffisante pour passer en dessous de la situation de référence. Et en tiers investissement, par contre, l'aide sera ajustée pour ramener un taux de rentabilité interne à 8%. Dans le cahier des charges, il y a les subventions indicatives du CAPEX, donc entre 15 et 25 euros par mégawattheure de production annuelle pour le solaire thermique. Donc, en résumé, sur le fonds chaleur national, il vient subventionner des gros projets, des projets conséquents de production de chaleur renouvelable, que ce soit via la biomasse ou via des panneaux de solaire thermique. Ensuite, passons sur le fonds chaleur régional. Donc là, on a 6 thématiques qui sont couvertes. Les 3 premières sont décrites ici. Donc, ça vise à venir aider les industriels sur des projets qui sont le moins grands d'envergure, qui ne peuvent pas être éligibles au fonds chaleur national. Donc là, pour la biomasse, c'est une production qui est inférieure à 12 gigawattheures, mais qui est quand même supérieure à 1,2 gigawattheures par an de production, avec toujours la même attention sur la biomasse à utiliser, avec un plan d'approvisionnement bien décrit dans le dossier. Ensuite, en ce qui concerne les aides pour la biomasse, elles sont des aides à l'investissement qui sont en forfait par tranche de production. Donc, sur les 600 premiers mégawattheures, l'aide est de 12 euros du mégawattheure.
Voilà. Ensuite, sur la deuxième tranche, on est à 6 euros du mégawattheure et ça réduit jusqu'à la dernière tranche de 6 à 12 gigawattheures où c'est le 1 euro du mégawattheure. Donc, si vous avez un projet de 12 gigawattheures, le plus gros admissible, vous aurez quand même sur la première tranche les 12 euros, puis les 6 euros, puis les 3 euros, puis les 1 euro. Donc, c'est dégressif avec la production. Sur les réseaux de chaleur, ça permet de financer la création de réseaux de chaleur ou alors une extension de réseau de chaleur qui est conséquente, plus de 200 mètres linéaires et plus de 300 mégawattheures d'énergie par an, en respectant un taux d'énergie renouvelable et de récupération dans la production de la chaleur. Ce taux-là doit être supérieur à 65% et à une densité thermique au-dessus de 1,5 mégawattheure par mètre linéaire par an. Voilà les conditions d'éligibilité du réseau de chaleur. Pour les aides, ça va dépendre de la production de chaleur annuelle. Si c'est au-dessus de 20 gigawattheures, ça sera une analyse économique pour calculer le niveau d'aide pour que le coût de la chaleur soit inférieur à la référence fossile. Et si la production est inférieure à 20 gigawattheures, c'est en forfait et ça va dépendre du diamètre du réseau, entre 400 et 1300 euros du mètre linéaire en fonction du diamètre, de la taille du tuyau. Sur le solaire thermique, des niveaux minimales de production sont attendus sur 3 zones géographiques. La partie nord de la France à 350 kWh utiles par mètre carré, la partie sud à 400 et les départements qui sont juste opposés à la Méditerranée avec un taux un peu supérieur. Et la surface doit être entre 25 mètres carrés et 500 mètres carrés, donc des panneaux solaires. Ça peut aller jusqu'à 1500 si c'est couplé avec un réseau de chaleur. Au niveau des aides, si c'est en dessous de 500 mètres carrés, donc c'est des aides au forfait sur 20 ans de production. Dans la partie nord, 63 euros du mégawattheure, 56 dans la partie sud et 50 euros du mégawattheure dans la partie méditerranée. Lorsque la surface dépasse 500 mètres carrés, donc ça c'est en cas de couplage avec un réseau de chaleur, c'est une analyse économique. On a quand même une information des aides indicatives données par l'ADEME pour la partie nord, 35 euros du mégawattheure, 30 euros pour la partie sud et 25 euros pour la Méditerranée. Les 3 autres thématiques du fonds chaleur régional sont la géothermie, méthanisation, récupération de chaleur. Et ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va dépendre de plus en plus de la spécificité des projets. En géothermie, par exemple, on a la géothermie de surface versus la géothermie profonde avec des conditions qui sont différentes, des aides qui sont un peu différentes. Donc ça se voit sur la partie aide. Lorsque c'est en surface et moins de 2 gigawattheures par an, l'aide est au forfait entre 25 et 50 euros en fonction de la qualité de la source froide. Et si jamais c'est une géothermie profonde ou plus de 2 gigawattheures par an, c'est une analyse économique. Pour la méthanisation, là, un petit point d'attention, en 2024, ils vont imposer 0% d'approvisionnement en culture principale. Donc ça, c'est sur l'enjeu de la compétition sur l'utilisation de la biomasse alimentaire. En 2023, ils étaient autorisés à candidater avec 10% de culture principale, même si 10%, là maintenant c'est 0% pour l'année 2024. Au niveau des aides à l'investissement, ça va dépendre de la production annuelle. Pour une cogénération, c'est un des cas qui est éligible, il a 110 euros du mégawattheure électrique. Pour l'injection de biométhane dans les réseaux, c'est 45 euros du mégawattheure. Et pour la valorisation de biogaz en industrie, c'est plutôt une aide qui va cibler 15% des dépenses éligibles. Enfin, sur la récupération de chaleur fatale, c'est sur des projets qui sont conséquents avec une limite basse de 1 gigawattheure par an nécessaire. Et l'aide est faite par analyse économique. Et le taux d'aide cible, le taux d'aide maximum va dépendre de la taille de l'entreprise. Entre 50 pour les petites jusqu'à 30 pour les grandes. Voilà pour ici le petit résumé des fonds chaleur régional. Je vais juste insister sur le cas des sites de l'ETS. Ils sont bien éligibles au fonds chaleur lorsque les aides sont calculées par analyse économique et non par forfait. Donc, vous ne pourrez pas obtenir des aides par forfait. À chaque fois, on devra faire une analyse économique pour prendre en compte le revenu carbone lié à l'économie de quota et l'intégrer dans l'analyse économique. Je vais laisser maintenant Alban pour cette partie-là. Très bien, donc on va traiter maintenant de France 2030 et du Fonds d'innovation de l'Union européenne. Rapidement, on aime bien remettre un peu en lumière et de l'ordre, on va dire, chronologique dans tous ces clichés, parce que voilà, il y a eu France Relance, puis France 2030. Donc si on en revient au début,
France Relance, c'est un guichet d'aide qui a été lancé avec notamment un aspect décarbonation de l'industrie en 2020-2021 pour essayer de redynamiser en fait l'industrie juste après la crise du Covid. Voilà, il y a eu plusieurs appels à projets qui ont été lancés dans ce cadre-là. Et ce dispositif a été remplacé par France 2030 en fait au cours de l'année 2022, avec cette fois des projets qui peut-être s'inscrivent un peu plus dans de la décarbonation un peu plus profonde et un peu plus innovante par rapport aux projets qui étaient portés par France Relance. Donc voilà, c'est 5,6 milliards d'euros sur 5 ans, ce qui est quand même assez conséquent. Initialement, il y a eu en 2022 l'appel à projet Zéro Fossile qui se décomposait en 3 volets. Le PCIAT, donc dans le cadre du Fonds Chaleur, qui a été un peu doté par France 2030. L'appel à projet Décarb Inde qui cherche à décarboner les procédés industriels. Et l'appel à projet Décarb Flash qui, lui, cherchait à financer des projets déployables un peu plus rapidement. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est vraiment l'appel à projet Décarb Inde qui devient un peu l'appel à projet phare, on va dire, et celui auquel AC Énergie s'intéresse le plus. Donc voilà, il est dans la continuité de la P zéro fossile. Et depuis 2023, il y a un nouvel appel à projet qui en découle, l'appel à projet Décarb Inde Plus, qui est exactement la même chose que Décarb Inde, si ce n'est qu'il finance des projets d'envergure beaucoup plus conséquente. Donc voilà. Et en bas, vous pouvez voir le Fonds Innovation de l'Union européenne. C'est un fonds qui a été créé en fait en 2020 et qui utilise des fonds issus de la vente de quotas carbone sur le marché de l'UETS. Donc voilà, il est prévu dans le cadre de la phase 4 de l'UETS jusqu'en 2030. Il a été renforcé par la réforme de l'UETS en 2023 et il se décompose alors il y a 2 appels à projets par an, un pour des grands projets et un pour les plus petits projets. On peut commencer par parler rapidement de Décarb Inde. Donc, comme je l'ai dit, c'est un appel à projet qui vise à financer les efforts de décarbonation dans l'industrie. Il y a des thématiques qui sont précisées dans le cadre du cahier des charges, avec notamment l'efficacité énergétique, la modification du mix énergétique, le CCUS, par exemple, donc captage, stockage et utilisation du CO2. Dans les critères d'éligibilité des projets, on peut remarquer qu'il faut au moins économiser 1000 tonnes de CO2 par an à isoproduction. Il faut que le CAPEX soit supérieur à 3 millions d'euros, donc on parle quand même de projet d'une taille minimum, et la demande de subvention doit être inférieure à 30 millions d'euros. Une petite note sur également la classification des réponses aux appels d'offres. Une grande partie de la note est sur l'efficacité de la dépense publique. Et donc, c'est également ce que Benjamin avait mentionné sur le Fonds Chaleur national. On va regarder, en fait, la quantité de carbone qui est économisée par euro d'aide publique dépensée. Ça a pour volonté d'inciter les industriels à demander le moins d'aide possible, tel que le projet soit viable tout de même, parce qu'on sera plus compétitif face aux concurrents de l'appel à projet comme ça. Donc, une fois de plus, on a des niveaux d'aide qui varient selon la taille de l'entreprise, mais aussi selon la thématique du projet, avec certains projets qui sont peut-être moins rentables aujourd'hui ou que les pouvoirs publics cherchent à pousser de manière un peu plus forte. Ce que vous pouvez voir en bas, on ne le voit pas très bien sur l'écran, mais voilà, comme on l'a dit, on peut éventuellement vous communiquer le support si vous le voulez. Voilà, le cas des sites EETS, on est dans le même cadre que précédemment, avec le besoin de prendre en compte les revenus issus de l'économie de quota voilà, dans la candidature. Lorsqu'on regarde Décarb Inde Plus, il y a assez peu de différences avec Décarb Inde, si ce n'est donc dans les critères d'éligibilité. Cette fois-ci, on va avoir un CAPEX d'au moins 50 millions d'euros, dans la limite de 200 millions d'euros de subvention. Et on va avoir des objectifs de réduction des émissions beaucoup plus importants, avec soit 40% de réduction des émissions à l'échelle du site ou du projet par an, soit 20% de réduction de la consommation d'énergie. Donc voilà, on est vraiment sur le financement de technologies un peu de rupture. Dans les thématiques principales, vous pouvez voir qu'il y a un effort assez important qui est porté sur l'hydrogène. Et on le retrouve dans le taux d'aide maximum, avec voilà, les projets en lien avec l'hydrogène qui peuvent être financés à hauteur de 60%, tandis que les projets d'efficacité énergétique ou d'électrification ne le sont qu'à 30%.
Dans le cadre des sites ETS, on est dans le même cas que pour les carbone. Donc voilà, il n'y a pas spécialement besoin de s'y attarder. Et rapidement, pour vous présenter le fonds innovation, qui c'est vrai est souvent un peu moins connu en France. Donc c'est un fonds, comme je l'ai dit, qui est dans le cadre de l'ETS, et donc ils sont éligibles tous les sites qui sont dans des pays membres de l'UE ou de l'EUTS. Donc on a en fait les membres de l'UE plus la Norvège et l'Islande notamment. Sur les origines du financement, comme je me répète, mais voilà, c'est issu de quotas carbone qui sont mis aux enchères. Et dans les évolutions de 2023 liées à la réforme de 2023, on a deux choses. On a un périmètre des appels à projets qui a été élargi. Aujourd'hui, c'est pour les industries à forte intensité énergétique, mais aussi, ça va aussi venir financer des projets d'ENR, du stockage d'énergie ou d'électricité, la capture et le stockage du carbone. Enfin, voilà, il y a un périmètre de projet qui est assez vaste. Il y a également l'apparition de nouveaux instruments financiers. Ça n'a pas été déployé dans les appels à projets jusqu'à présent, mais aujourd'hui, c'est prévu dans la réglementation européenne que ça puisse être le cas à l'avenir. Je pense notamment au CCFD, les Carbon Contract for Difference, qui pourront être déployés donc, dans le cadre du fonds innovation. Et en bas de la planche, vous pouvez voir donc, les deux familles d'appels à projets, à savoir les projets à grande échelle et les projets à petite échelle. Il y a un appel à projet pour chaque famille de projets par an. Et les critères, c'est donc un CAPEX minimum pour les projets à grande échelle de 7,5 millions d'euros, tandis que pour les projets à petite échelle, on est sur les projets avec un CAPEX entre 2,5 et 7,5 millions d'euros. Voilà, et au maximum 60% d'aide sur les CAPEX engagés. Et donc nous, c'est vrai qu'avec nos clients, on s'est plutôt concentré sur les projets à petite échelle. Et vous pouvez voir ici juste une illustration un peu de trois types de projets qui peuvent être financés par le fonds innovation. Donc le premier, c'est en Espagne, et c'est le remplacement de l'utilisation de coke de pétrole par l'utilisation de syngas dans le cadre d'une cimenterie. Ça permet évidemment de faire des économies d'émissions. Et ce qui est l'intérêt du fonds innovation, voilà, c'est de financer des démonstrateurs comme celui-ci qui pourraient être déployés sur en fait plein d'autres usines de cimentiers. Et voilà, c'est ce genre de critère de choix qui est utilisé dans le cadre de l'accord de la sélection de projets pour le fonds innovation. Dans le deuxième cas, en Croatie, on a pour en fait une très grande brasserie de bière l'utilisation de plusieurs sources de chaleur renouvelable en concomitance, avec du solaire thermique, du stockage de chaleur et plusieurs pompes à chaleur. C'est une fois de plus quelque chose qui peut être reproduit ailleurs en Europe. Et en Italie, le développement d'un écosystème d'hydrogène vert avec l'installation d'électrolyseurs, de stations de recharge pour les camions, etc. Une fois de plus, un projet qui peut être assez facilement répliqué ailleurs en Europe. Et donc voilà, il y a la fiche, une fois de plus, une fiche résumée sur le fonds innovation. On peut encore s'arrêter sur le cas des sites ETS qui sont éligibles dans la mesure où ils prennent en compte leur revenu carbone. Et voilà, je pense que vous pourrez consulter cette fiche éventuellement sur le replay ou sur le support qu'on vous enverra. Et donc juste pour résumer, car c'est une demande qu'on reçoit régulièrement de nos clients. Lorsqu'on décide un site ETS, comment est-ce que ça se passe vis-à-vis des aides, des différentes aides publiques? Ce qu'il faut voir, c'est qu'initialement, le ETS en lui-même, c'est une incitation à la décarbonation, puisque lorsqu'on fait un projet où on économise du CO2, on va soit payer moins de quotas, soit on va pouvoir revendre plus de quotas de notre allocation gratuite. Donc c'est une incitation économique. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça permet de ramener le TRL des projets sous les 3 ans? Pas toujours. C'est quelque chose dont se sont plutôt rendus compte les pouvoirs publics. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de droits en fait, de cumuler plusieurs aides, y compris lorsqu'on est ETS. Néanmoins, il y a vraiment un point d'attention qui est la surrentabilité. C'est-à-dire qu'il faudra, dans son dossier, bien identifier les différentes aides auxquelles on est éligible et qu'on perçoit, et bien chiffrer tout ça pour s'assurer qu'on ne demande pas un niveau d'aide trop important. Donc, dans le cadre des sites ETS, ça se ramène à, pour les C2E standardisés, comme le calcul est déjà établi, en fait,
et qu'on ne peut pas moduler par les économies qu'on réalise sur les quotas, on n'y est pas éligible en tant que site ETS, sauf s'il n'y a aucun impact sur les quotas, donc sur les émissions de gaz à effet de serre. Dans les faits, les sites ETS ne sont donc éligibles qu'aux fiches qui ont un rapport plutôt avec l'électricité, sur les moteurs par exemple. Et pour les autres aides, on peut réaliser en fait un dossier de candidature classique. Il faudra simplement rajouter en fait dans l'analyse économique le gain qui est réalisé grâce à l'économie de quotas carbone. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait aussi pour les sites non EUETS lorsqu'on veut cumuler plusieurs aides. C'est-à-dire si on veut avoir pour le même projet à la fois du fonds chaleur et des C2E par exemple, il faudra bien dans les dossiers de candidature préciser les aides qu'on espère percevoir de la part de chacun de ces guichets. Une fois de plus pour éviter des phénomènes de surrentabilité des projets. Et je vais laisser le mot de la fin à Benjamin. Merci Alban. Donc, ici, c'est un résumé un peu de toutes les informations qu'on a dans ce webinaire, qui est assez dense, c'est vrai. Et donc, ici, on a récapitulé les différentes aides avec quelle est la visibilité de ces aides, donc, à quel horizon elles vont être encore en place, le format de demande de financement, le champ d'action d'aide, principalement c'est de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation, mais chaque aide a un peu ses spécificités à ce niveau-là. Et en niveau d'accessibilité, ça c'est un peu une évaluation que l'on a fait. Ça peut être un peu subjectif, mais ouais, c'est un peu donner une visibilité sur à quel point il faut mobiliser de ressources pour monter ce dossier-là, pour se lancer dans ce genre de financement, et la complexité du dossier. Donc, on a ces deux niveaux d'analyse, ressources à mobiliser, complexité du dossier. Et enfin, la dernière colonne sur le cas particulier des sites EUETS, donc ça on va parler un peu tout au long du webinaire. Donc, sur les C2E standardisés, donc sur les C2E standardisés et spécifiques, le dispositif est présent depuis plusieurs années avec une bonne visibilité. Donc là, on est en ce moment sur la 5e période, la 6e période est en préparation. Donc les C2E standards, eux, sont très très faciles à mobiliser et le dossier est très facile à monter avec des financements qui peuvent être très rapides. L'interlocuteur, dans ce cas-là, ça peut être un obligé, un délégataire, pour vous aider à constituer le dossier et pour ensuite avoir l'aide, recevoir l'aide. Pour les C2E spécifiques, donc les interlocuteurs vont être l'ADEME et le PNC2E. Le PNC2E va venir valider à la fin le dossier, valider ou non, valider tous les C2E ou qu'une partie. Ça va être vraiment le décideur à la fin. Et l'ADEME, ça va être un autre interlocuteur parce qu'il y a plusieurs soutenances qui sont prévues auprès de l'ADEME de soutenir son dossier de financement avant de l'envoyer au PNC2E. Voilà, l'ADEME est aussi un interlocuteur dans ce cas-là. Donc voilà, pas mal de ressources à mobiliser. Le dossier est assez complexe, mais surmontable. Mais voilà, il y a des ressources à mobiliser là-dessus. Et surtout qu'on n'est jamais sûr non plus du montant du financement à la décision du PNC2E en fin de process. Sur France 2030, c'est des appels à projets qui durent entre 6 mois et 1 an, avec un horizon 2027, mais sûrement plus, sûrement plus. Il fait suite à France Relance, comme l'explique Alban. Ouais, ce sont des appels à projets qu'on commence à retrouver chaque année pour décarboner l'industrie. On trouve que le dossier est un petit peu plus compliqué à monter, donc on a des plans de décarbonation à justifier, donc l'industrie elle doit montrer un peu tout ça, on va avoir un dossier assez complet pour candidater à ces appels à projets. Sur le fonds chaleur, donc ça il existe depuis plus de 15 ans, c'est vraiment un guichet qui est éprouvé, une efficacité reconnue. L'interlocuteur c'est l'ADEME, là-dessus vous savez que vous allez échanger. Donc sur la génération de chaleur renouvelable avec toutes les thématiques qu'on a présentées. Voilà, pas de complexité qu'on peut mettre en avant sur les dossiers ou sur les ressources à mobiliser. Et enfin, le fonds européen, donc sur la période 2021-2030, avec un interlocuteur un peu différent. Ici, c'est la DGEC à ce niveau-là. Voilà, donc c'est les dossiers où les industriels ont peut-être un peu moins l'habitude de venir s'y frotter, un peu plus complexe à monter. On va dire. Et voilà, sur les sites EUETS, à chaque fois, vous avez le petit commentaire. Mais donc, à retenir, c'est prendre en compte le revenu carbone, ne pas avoir une double incitation financière avec à la fois l'aide et à la fois le quota économique.
Voilà pour ce webinaire. Déjà, je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Je ne sais pas si on a eu déjà des petites questions. En tout cas, à l'écran, on a nos coordonnées également. Donc, n'hésitez pas à venir nous envoyer un mail avec vos demandes un peu spécifiques, vos projets à vous, ou alors pour recevoir le support des slides.